ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai parlé dans l'épisode consacré à la marquise de Brinvilliers d'un certain Penautier. Ce n'est pas LE personnage le plus important de cette saga, certes, mais il est pour moi très représentatif de la manière dont la justice fonctionnait à l'époque de Louis XIV. Une justice à deux vitesses, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui en criant un peu au scandale. À l'époque, ceux qui sont condamnés à mort n'ont pas le temps de s'offusquer du traitement plus clément qu'on réserve à ceux qui sont protégés par leurs relations et leur statut social. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le sauvetage de Pierre-Louis de Penautier. La seule fois que j'ai évoqué Penautier, c'était dans l'épisode 2, lorsque la marquise de Brinvilliers, avant d'être condamnée à mort pour empoisonnement, balançait un innocent « S'il dégoûte sur moi, il pleuvra sur Penautier ». Je vous avais juste pas dit pourquoi elle avait dit ça. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, je vous rappelle que la marquise de Brinvilliers a été compromise par des tas de lettres, de fioles et autres papiers compromettants qui se trouvaient dans une cassette chez son amant l'empoisonneur, Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, mort quelque temps après avoir été relâché de la Bastille. Et dans cette boîte, il y avait aussi une reconnaissance de dette de Baptiste Gaudin de Sainte-Croix envers le fameux Penautier. C'est là que les autorités, menées par l'Araignée, peuvent commencer à relier Penautier au reste de ces gens douteux, enfermés entre le Châtelet, la Conciergerie et la Bastille. Sauf que Penautier, il ne joue pas du tout dans la même cour que ces gars-là. Mais pour que vous compreniez bien l'importance de l'implication d'un homme comme Penautier dans l'affaire des poisons, il faut évidemment que je vous le présente plus amplement. Pierre-Louis de Penautier est né en 1635. Il est le fils de Bernard de Reich de Penautier, receveur général du clergé, et a un frère aîné, Henri, qui hérite de la charge de son père après sa mort. La famille est très aisée et liée de près à des grands noms de France comme Colbert, dont Penautier est l'un des collaborateurs. La famille de Penautier finance beaucoup de projets en France, notamment industriels ou de construction. Penautier est nommé trésorier d'État du Languedoc en 1669. Il succède également à ce moment-là à son frère en devenant à son tour receveur général du clergé de France. Et il le restera jusqu'en 1685. C'est comme ça que notre cher Pierre-Louis s'occupe de financer différentes choses dans le Languedoc dès 1666, par exemple la manufacture de draps de Sapt et la Compagnie royale des mines et fonderies du Languedoc qui exploite les gisements de plomb et de cuivre de la région. Les deux projets battent un peu de l'aile d'ailleurs. Le premier parce qu'il y a pas mal de concurrence et le deuxième, soi-disant selon Colbert, parce que Penautier n'y investit pas assez d'argent. Faute d'investissement, justement, la Compagnie royale des mines ferme en 1670. Le célèbre Colbert n'est pas un proche de Penautier, mais ce dernier est tout de même un homme très respecté et ils ont l'habitude de correspondre, comme deux hommes qui se font confiance. Alors imaginez la tête de Colbert quand, en essayant de rapatrier la marquise de Brinvilliers en France lors de son évasion à Londres, il apprend que certaines de ses lettres compromettent Penautier, son bon collaborateur. Je crois que c'est aussi à ce moment-là que l'affaire des poisons, telle qu'on ne la connaît pas encore à cette époque-là, commence à prendre une ampleur qu'on n'avait pas cru possible. Parce que si Penautier trempe là-dedans, avec toutes les sorcières des bas-fonds, les alchimistes, les prophétesses et j'en passe, qui sait qui d'autre dans l'entourage direct du roi peut être impliqué ? Et je pense qu'à ce niveau de la saga, vous vous rendez compte que ni le roi, ni Louvois, ni l'Araignée ne prennent à la légère les accusations quand il s'agit de cette affaire. Alors évidemment, quand on trouve le nom de Penautier dans les lettres de la marquise de Brinvilliers, et pire, quand elle balance son nom, l'air de rien, pendant sa séance de torture à coups de 16 litres d'eau dans le gosier, on ne laisse pas passer l'info. 3 semaines après l'arrestation de la marquise de Brinvilliers, le 15 juin 1676, on coffre donc aussi Penautier à la Conciergerie et on le place dans un cachot de choix, celui qui avait accueilli Ravaillac, qui, pour ceux qui ne sont pas hyper connaisseurs en régicide, avait assassiné Henri IV en 1610. Et là, il y aurait pu avoir la tête de Penautier tranchée par le glaive du bourreau de Paris sur la place de Grève. Mais ce n'est pas du tout le scénario qui s'est joué. À partir du moment où Penautier est enfermé, on voit défiler dans sa cellule tout le clergé.
J'exagère à peine, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le gars, on ne le laisse pas tomber. Évidemment, il a beaucoup d'argent. Bien plus que vous ne l'imaginez, vous allez le voir par la suite. Et il a surtout beaucoup de relations. Pénautier est loin d'être un pecno qu'on laisse croupir en cellule, et même si Colbert le soupçonne et ne lui fait pas de cadeau, il est obligé de le relâcher seulement 13 mois plus tard, et il sera tout bonnement acquitté, mesdames et messieurs. Oui, malgré ses relations évidentes avec la marquise de Brinvilliers, et du coup avec la bande des alchimistes, les sorcières, et tous ceux qui sont le cœur même de cette affaire des poisons. Sauf que des liens financiers avec la Brinvilliers, c'est tout ce qui le relie à cette affaire. Il n'y a rien d'autre qui le mette à mal finalement. Pour les petites gens, ça aurait suffi à les faire brûler vifs. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit la Delagrange. Savoir suffit à mourir. Parmi les ecclésiastiques qui viennent en aide à Pénautier, il y a notamment le cardinal de Bondy, avec qui il entretient des relations étroites, politiques, financières et même personnelles. Le cardinal est un diplomate qui occupe, au long de sa vie, des postes importants comme celui d'ambassadeur et d'archevêque de Narbonne. C'est là qu'il entretient sa relation avec Pénautier d'ailleurs, puisque lui est en charge des finances de l'Église et trésorier d'État du Languedoc. Le cardinal de Bondy est connu à la cour de Louis XIV pour sa finesse et son influence politique importante. On ne le sait pas pour sûr, mais on suppose que sa relation étroite et son témoignage envers Pénautier a aidé ce dernier à se faire acquitter et à être libéré rapidement. Durant sa vie, Pénautier a fait fortune de manière bien plus importante que son frère ou son père avant lui, bien plus rapidement aussi. Et cette fortune, personne n'imaginait une seconde qu'elle ait pu provenir d'une quelconque malhonnêteté, ou qu'il trempe dans des malversations, surtout pas dans le commerce de poison. Encore une fois, on ne peut pas en être sûr, et les autorités de l'époque n'ont jamais eu les preuves de son implication réelle dans l'affaire des poisons, mais si vous voulez mon avis, les finances prêtées à la marquise de Brinvilliers et à son amant, tous les deux empoisonneurs de renom, ne peuvent pas être un hasard. Quelque temps après son acquittement, Colbert demande à Pénautier de financer une très grande partie du canal du Midi, et il apportera plus de 40% des capitaux qui ont été utilisés pour sa construction. Quoi qu'il en soit, Pénautier meurt tranquillement chez lui en 1711, dans son château du Languedoc, sauvé par son influence et son tas d'or. En 1679, 2 ans après l'acquittement et la libération de Pénautier, alors que Madame de Poulaillon, qui a tenté d'assassiner son mari à coups de poison une bonne dizaine de fois, est condamnée par la Reynie à l'internement dans une maison de travail pour anciennes prostituées à Angers, et ce à perpétuité, Louis XIV commence à avoir de sérieux doutes sur les capacités de son Parlement de justice à mettre un terme à l'affaire des poisons. Il ne le sait pas encore, mais elle va durer encore au moins 3 bonnes années cette affaire. En tout cas, pour ce qui est de l'officiel. Avec l'acquittement de Pénautier, qui sort un peu d'on ne sait où, le roi décide de ne plus faire confiance à ce parlement trop indulgent et un peu mou du genou. Sans compter qu'avec les procès de Devanens et de sa bande des alchimistes qui mettent en cause la Savoie, pays voisin et très important dans son jeu d'alliance, il ne peut pas se permettre un énième déballage politique. Il faut que tout ça cesse et vite. Ce qu'il lui faut, c'est une justice qui soit discrète, efficace évidemment, et impartiale. Parce que la corruption dans l'affaire Pénautier, on n'en a pas beaucoup de preuves, mais bon, ça crève un peu les yeux. Le roi Soleil décide alors de créer une juridiction exceptionnelle, comme un comité de crise, si vous voulez. Ce n'est pas la première fois, il en a été de même lors du jugement de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, ou du chevalier de Rohan. Complot contre l'État et contre lui égale comité extraordinaire pour juger ça de manière efficace. C'est ainsi que le 7 avril 1679, il constitue officiellement la Chambre ardente. Ce nom n'a pas été trouvé par hasard, puisqu'il fait référence à des juridictions médiévales où on délibérait dans une salle noire éclairée de torches et de flambeaux. Très mystérieuse cette ambiance. Et pour que ce soit hyper efficient, il installe la Chambre ardente à 2 pas de la Bastille, dans le bâtiment de l'Arsenal. Et là, il n'y a plus qu'à nommer des magistrats dévoués et surtout trier sur le volet. Je ne vais pas tous vous les citer, ce serait vraiment trop long et ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que parmi eux, il y a Gabriel Nicolas de La Reynie. Je sais que je vous rabats les oreilles avec lui, mais c'est tout de même un personnage particulièrement important de cette affaire des poisons, et même de notre histoire de France avec un grand H. Il est issu d'une riche famille et épouse la fille d'un avocat bordelais. Il fait des études de droit, fréquente le barreau et se tourne enfin vers la magistrature. Il devient l'intendant du gouverneur de Bordeaux avant de devenir maître des requêtes. C'est lui que choisit Jean-Baptiste Colbert, alors ministre et secrétaire d'État à la Maison du Roi, pour devenir lieutenant général de police à partir de 1667. Durant les 30 années où il reste en fonction, La Reynie abat un travail titanesque, et ce malgré le manque d'effectifs de la police. Il fait disparaître les fameuses cours des miracles, veille à l'éclairage des rues pour augmenter la sécurité, à l'hygiène et à l'approvisionnement des marchés, et traque les clandestins. Avec lui, dans la chambre ardente, il y a également, entre autres, un président, bien sûr, un greffier et des médecins chargés des rapports médicaux et toxicologiques, même s'ils n'étaient pas très étoffés. Les magistrats de la chambre ardente mettent alors en place un process bien rodé. D'abord, le suspect est arrêté par lettre de cachet signée du roi, puis enfermé à la Bastille ou au donjon de Vincennes. Là, on procède aux premiers interrogatoires, puis le procureur général ordonne les réquisitions et les confrontations avec d'autres accusés s'il y en a. Les commissaires instructeurs et La Reynie soumettent leur rapport à la Chambre et leurs premières conclusions. Ensuite, les juges décident si l'accusé doit être gardé en prison. Si oui, alors l'instruction est poursuivie pour trouver de nouvelles preuves et ramifications avec de potentielles autres affaires. Le procureur prononce son réquisitoire et l'accusé est entendu une dernière fois avant que sa sentence ne soit prononcée. S'il est condamné, le prisonnier doit subir les fameuses questions ordinaires et extraordinaires, soit par les brodequins, soit par le supplice de l'eau, la torture quoi. Je vous le donne dans le mille, mais en apprenant la création de cette juridiction très spéciale, chargée des affaires d'empoisonnement et de sorcellerie, le fameux Parlement qui, pour le roi, a failli à sa tâche, fait une drôle de tête. Les magistrats du Parlement vont jusqu'à protester auprès du roi contre l'existence même de cette chambre exceptionnelle. Ils prônent une justice immaculée, mais Louis XIV n'en croit pas un mot et reste sur sa décision. Cet épisode était, je pense, important pour se rendre compte de l'ampleur de cette affaire des poisons qui va jusqu'à modifier les juridictions du pays, tant ses ramifications effraient et dépassent les autorités et le roi. La corruption, vous le voyez, n'a également pas d'âge. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Crimes oubliés. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours seulement pour un nouvel épisode de la saga de l'été de Crimes oubliés.